Nous sommes avec nos invités pour évoquer la situation évidemment en Ukraine avec la Russie. Éric Nolot est avec nous, journaliste. Bonsoir mon cher Éric. Bonsoir Laurence. Sergueï Girnov est présent, ancien espion du KGB. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Le général Bruno Clermont aussi nous a rejoint. Bonsoir, général de corps aérien. Et Éric Revel, journaliste et écrivain. Bonsoir Éric, merci d'être resté avec nous. On va commencer par les Français et la menace de l'arme nucléaire russe. Un sondage CSA pour CNews nous donne une réponse éloquente. Avez-vous peur que Vladimir Poutine utilise l'arme nucléaire dans le cadre du conflit ukrainien? Votre réponse, oui à 63%, non 37%. Il y a une inquiétude massive des Français face à cette, évidemment, menace non voilée du président russe. On va écouter les réactions de quelques-uns d'entre vous recueillis par nos équipes. Je regarde ça d'assez loin, j'avoue, mais moi, si ça commence à continuer comme ça va commencer à me faire un peu peur, en effet. Ouais. Non, pas du tout. C'est du blabla diplomatique, comme pendant la guerre froide. Et pour l'instant, ça m'inquiète pas plus que ça. Ça nous inquiète, oui. La menace, oui, nous inquiète. Mais bon, Poutine, il peut nous menacer, mais il fera toujours marche arrière après. Pour nos enfants, peut-être, l'avenir, mais pour le moment, on reste confiant. Voilà, des Français stoïques mais néanmoins inquiets. Ça vous intéresse, ça vous interpelle, général de Clermont, ou pas? Je pense que c'est naturel qu'ils soient inquiets, parce que la menace est brandie fréquemment par Vladimir Poutine, et puis c'est pas facile de comprendre comment fonctionne la dissuasion nucléaire, l'arme nucléaire. C'est une chose un peu compliquée, je vais peut-être essayer de simplifier, mais en ce qui me concerne, je pense que concernant la France, le risque est très faible, et concernant l'OTAN, le risque est très faible. On est toujours dans un dialogue très étrange, qui s'est produit déjà une dizaine de fois depuis Hiroshima et Nagasaki, qui est un dialogue stratégique dans lequel les menaces sont là pour faire reculer l'adversaire, mais ne sont jamais mises à exécution. On l'a connu pendant la guerre de Corée, on l'a connu en Indochine à Dien Bien Phu, on l'a connu pendant la crise de Suez, entre l'Inde et le Pakistan. Il y a différents exemples entre la Russie et la Chine. Donc jusqu'à présent, le bon sens des dirigeants a toujours reculé pour trouver une solution négociée et éviter l'usage de l'arme nucléaire. Le cas de la Russie, toutefois, en ce qui me concerne, est particulier. Voilà, c'est ça la différence, c'est que à la fois en raison du régime de Poutine, également de la doctrine militaire russe, il y a peut-être plus d'inquiétude à avoir que dans les cas précédents. Sergueï Girnov, vous connaissez bien évidemment l'appareil d'État russe, vous êtes un ancien du KGB. Vladimir Poutine dit « je ne bluffe pas » quand je vous dis qu'on a des armes qui peuvent faire mal. Vous le croyez ? En général, en psychologie, quand quelqu'un qui vous dit je ne bluffe pas, c'est que il est en train de bluffer. Donc ça peut me rassurer. Mais bon, avec Vladimir Poutine, on a du mal quand même à faire des blagues, parce que il a ramené cette histoire d'armes nucléaires quasiment au 3e jour du conflit ukrainien. C'était le 27 février, la première fois où il a mis en état d'alerte. On se souvient tous de cette rencontre avec le ministre de la Défense Shoigu et son chef d'état-major Gerasimov. Après, il y a plusieurs personnalités russes et plusieurs fonctionnaires russes qui l'ont utilisé. Donc, du coup, on est obligé de le prendre au sérieux, y compris dans les camps occidentaux, tout en sachant que, je suis d'accord avec vous, mon général, c'est jamais à la légère. On a connu déjà, je peux rajouter encore la crise des Caraïbes. Il y a eu aussi, en 1983, une manœuvre de l'OTAN qui se passait en Allemagne, et on a failli aussi avoir presque une guerre nucléaire. Donc, à plusieurs reprises, cette question était venue sur le plateau. Mais je dirais que le problème avec Vladimir Poutine, c'est qu'on se pose la question, est-ce qu'il est raisonnable, est-ce qu'il est rationnel? Et vu comment il mène la guerre, on se poserait déjà la question, est-ce que, même au niveau d'armes conventionnelles, il est rationnel, si rationnel que ça? Vous pensez qu'il y a une part de bluff dans ce qu'il dit, évidemment? C'est un ancien du KGB, lui aussi. Il a appris à mentir, il a appris à jouer avec les faiblesses de l'ennemi aussi. Il a appris à mentir, mais c'est justement ça que je raconte souvent quand on me pose cette question, c'est qu'on était dans la même école, et en fait, au bout d'un an de formation dans cette école, les formateurs de cette école leur ont dit, on veut pas de lui dans le service d'espionnage parce que cette personne est dangereuse, parce qu'elle peut prendre sur le coup d'émotion les décisions qui sont dangereuses pour lui et pour le service. Ils n'ont pas voulu de lui. Et donc, vous imaginez, avec une telle caractéristique, il se retrouve maintenant à la tête du plus grand arsenal nucléaire qui représente 45% de l'arsenal nucléaire mondial. Bah voilà, ça ne rassure pas. Non, effectivement. Éric Nolot, inquiétude des Français. 63% d'entre eux disent qu'ils ont peur que Vladimir Poutine mette sa menace à exécution.
parce que les choses tournent mal pour Vladimir Poutine en Ukraine. Le problème, c'est qu'une mauvaise nouvelle pour Poutine n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le monde. Comme il ne peut pas se permettre de perdre cette guerre, ça ne fait que renforcer son jusqu'au-boutisme. Alors le jusqu'au-boutisme, il est sur 3 fronts, si j'ose dire. Il mobilise donc 300 000 réservistes. Il dit qu'il va organiser des référendums séparatistes dans le Donbass et ailleurs. Et puis, en effet, M. Gernov le disait, c'est là au moins la 2e fois que publiquement, il agite la menace nucléaire. Donc il appuie sur tous les boutons pour essayer d'impressionner l'adversaire. L'impression que ça donne, mais vous connaissez ça mieux que moi, on a quand même l'impression d'un homme qui joue presque toutes ses options. Il n'y a plus grand-chose, il n'a plus beaucoup de cartes à jouer. La menace est maximale. Les réservistes, enfin si, il peut y avoir la mobilisation générale, mais enfin, les réservistes, les référendums séparatistes, l'arme nucléaire, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est un joueur de poker qui fait tapis, et ensuite, qu'est-ce qu'il pourra faire? Général Clermont? Écoutez, pour l'instant, il ne reste plus que 2 lignes rouges dans ce conflit. La première ligne rouge, on l'a évoqué, c'est le fait que jusqu'à présent, les Américains, je pense, ont convaincu les Ukrainiens de ne pas toucher au territoire de la Russie. Donc l'essentiel de la guerre se déroule sur le territoire ukrainien. Preuve en est que la seule attaque offensive qu'il y a eu officiellement sur l'Ukraine, qui est pour la Russie une partie de la Russie, mais qui n'est pas reconnue par la Russie pour l'autre, c'était une seule fois, c'était le 9 août. C'était une frappe effectuée par les Ukrainiens avec du matériel ukrainien et pas du matériel américain. Et les Ukrainiens ont mis 3 semaines pour reconnaître que c'est eux qui avaient frappé. Donc jusqu'à présent, il y a eu très peu de frappes de l'Ukraine sur les territoires russes, aucune frappe en Biélorussie. Donc il y a quand même une volonté de... Et ça, c'est le paradoxe, c'est que les Américains sont présents d'une manière extraordinairement forte derrière les Ukrainiens, mais ils ne veulent pas la guerre contre la Russie directe. Donc l'Ukraine se bat un peu avec une main dans le dos parce qu'elle ne peut pas aller frapper la Russie au-delà des frontières de l'Ukraine, ce qui rend compliqué quand même le fait de gagner la guerre. Alors que de ce point de vue-là, la Russie n'a pas sa limite, elle tape l'Ukraine partout où elle veut, en particulier les sites stratégiques, la logistique, etc. Et l'autre ligne rouge, c'est quoi? C'est l'utilisation d'armes non conventionnelles? La deuxième ligne rouge, c'est effectivement le fait que on a abandonné, et là ça rejoint un peu la première, c'est que les Américains aujourd'hui refusent de livrer, et ça c'est un peu étonnant, des armements que les Ukrainiens pourraient utiliser sur les territoires de la Russie. Alors c'est étonnant parce que par exemple il y a l'affaire des fameux HIMARS, là, qui sont les lance-roquettes multiples, pour lesquels les Américains ont livré la version 80, 70, 80 km, qui a fait des dégâts très importants, ils sont très précis, très efficaces, mais ils se refusent à livrer la version 300 km. Or, il suffit de dire aux Ukrainiens, vous avez la version 300 km, mais vous ne frappez pas sur la Russie. Donc, ils ne veulent pas être responsables du fait que des armements américains causeraient des dégâts sur les territoires de la Russie. Situation très compliquée. Je vous repasse la parole dans un instant, Monsieur Gernov. On fait une toute petite pause. On s'intéressera à ce qui se passe en Russie. Est-ce qu'il y a un véritable exode de ceux qui pourraient être appelés dans les rangs des réservistes ou pas? À l'instant, l'armée russe dit qu'il y a eu 10 000 volontaires qui se sont portés candidats en 4 heures pour aller combattre en Ukraine. Version contre version, propagande contre propagande. On tente d'y voir plus clair dans un instant. À tout de suite. Europe 1. 18h, 19h. Punchline. Laurence Ferrari.